Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors écoutez, je vous remercie parce que c'est vrai que c'est sympa. J'ai beaucoup de commentaires très encourageants, des échanges intéressants. J'essaye de répondre un petit peu au maximum de personnes, mais vous doutez bien que c'est pas mon métier. Et puis surtout, je ne souhaite pas faire, entre guillemets, le métier de conseil que nous faisons au quotidien sur Internet à des gens que je ne connais pas et surtout dans un but uniquement de consommation. Ça, je crois que vous l'avez compris, je ne le répéterai jamais assez. Aujourd'hui, on manque de gens qui vont réellement sur le terrain, qui utilisent l'argent, non pas à communiquer comme on peut le voir sur les réseaux sociaux à longueur de journée, sur des ensembles d'agriculture qui se mettent ensemble, etc., pour des pseudo-conseils, etc. Je ne remets pas en cause ce principe-là, c'est génial, hein, il faut plus on est nombreux, plus on partage de l'expérience, mais il y a un moment donné, quand ça n'est qu'un endroit où finalement chacun a pompé de l'info chez les quelques-uns qui continuent de travailler à faire des essais sur le terrain ou qui ont suffisamment d'expérience pour avoir du savoir à transmettre, je trouve ça vraiment triste et ça nous laisse présager une inquiétude pour le lendemain, surtout si tout le monde un peu baisse les bras et se contente de se faire valoir par de la communication. Donc moi, ça n'en est pas du tout l'objet. Moi, je vide un peu mon sac parce que c'est quelque chose qui m'aide chaque jour à continuer d'avancer. Et là, cette vidéo sera un petit peu particulière dans le sens où on est la veille d'un grand week-end de pont et il y a deux sujets qui me tapent un peu sur le système, mais ça doit être la fatigue qui se cumule avec les mois et les années, surtout en cette fin de saison. C'est un petit peu le comportement de certains de mes collègues agriculteurs par rapport à l'adaptation qu'ils devraient avoir sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain, donc notamment sur des interventions de traitement ou d'apport d'engrais. Et la deuxième chose, c'est la société qui parle beaucoup d'environnement depuis de nombreuses années, mais qui ne fait que en parler. Alors je vais commencer par la société. On est à la veille d'un week-end prolongé, c'est très bien. Tout le monde a un verbe qui est très employé en France, qui est le verbe profiter. Donc écoutez, c'est formidable, profiter, apparemment, profiter, c'est partir, c'est les vacances, c'est rien faire, c'est ça, profiter. Pas de souci, moi j'ai rien à dire là-dessus, d'ailleurs je serais malvenu de le dire. Mais quand on parle d'environnement, quand on voit ce qui est en train de se tramer au niveau du climat, etc., qu'on nous bassine à longueur de journée sur des hausses de l'alimentation, je vais juste faire un rappel, aujourd'hui l'alimentation c'est 16% des budgets, d'accord? C'était 45% après-guerre. Alors c'est vrai qu'on a pu acheter un tas de choses qui sont pour la majorité inutiles, voire handicapants, voire qui changent profondément la société. On va prendre les téléphones portables, c'en est l'exemple, avec les abonnements, avec tout ce qui va avec, l'Internet, etc. Et au final, aujourd'hui, l'alimentation va certainement devenir un enjeu majeur au regard de ce qui est en train de se passer. Alors en France, alors moi je ne vais pas pleurer sur la situation française, mais malgré tout c'est très grave ce qui est en train de se tramer pour la moisson à venir. Mais le problème c'est que ce n'est pas franco-français et que si les prix depuis le début de l'année n'ont fait que d'augmenter pour les matières premières agricoles, c'est par de la spéculation, je le rappelle en premier lieu, mais aussi parce que dans le monde il y a eu beaucoup d'accidents climatiques et ça continue. Si l'Inde a fermé ses frontières pour l'exportation, si la Russie sera pas loin d'en faire autant, qui est quand même un très gros exportateur mondial, si en Europe, l'Allemagne et on remonte, tous les pays sont concernés de manière assez grave, et la France, c'est le cas aujourd'hui. D'accord ? Donc on a cette espèce de suffisance de faire comme si de rien, on va aller sur les plages, on va aller dans le sud, on va aller consommer de l'eau dans des régions déficitaires, on va aller... Alors voilà, bon, faut pas remettre ça en cause, c'est important, la vraie vie c'est sans doute celle-là, familialement, les amis, profiter en effet de ces quelques moments, parce que beaucoup d'entre vous ou d'entre nous, on travaille un peu tout le temps, mais sur le fond, qu'on n'ait pas cette réflexion-là, les routes sont pleines, les réservations d'avions sont pleines, et au final, on en est là à se réfléchir à quelques grammes de CO2 près, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur l'aspect sociétal, où j'ai l'impression que nous, on ne peut rester qu'avec notre fardeau de sans arrêt être au contact de la nature et de devoir sans arrêt réagir. Vous voyez, moi je prends un petit week-end, là ça faisait 3 ans que je n'ai pas pris de vacances, pour des passions, on en a tous, donc là c'est un petit week-end moto avec des amis, etc. Au final, là jusqu'au dernier moment, je vais bosser parce qu'il y a plein de trucs pas prévus, il y a le peu de pluie qu'on a eu permet des interventions, etc. Des choses que voilà, finalement, des désherbages qu'on ne pouvait pas faire, des conditions de matin très tôt, donc finalement jusqu'au dernier moment, vous voyez, et ça c'est bien la nature, c'est-à-dire qu'on est loin des beaux discours derrière le bureau, etc. On est sans arrêt à s'adapter à ce qu'on a en face de nous. Alors si je reviens maintenant au deuxième point qui m'agaçait et qui était le premier que je vous ai donné en introduction, c'est le comportement de certains de mes collègues aujourd'hui. Là, il est 10h30 du matin, il fait quasiment 20 degrés, on a du vent, on a des rafales à 40 km/h de vent, donc c'est pas permanent, c'est vrai, il faut le reconnaître. L'hygrométrie, elle a chuté, elle était de 85% ce matin à 6h, aujourd'hui elle est aux alentours de 45%, ce qui est logique. Donc au final, on voit des gens intervenir sur des maladies qui n'existent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la pression et il n'y a surtout pas d'historique. On a une génération aujourd'hui d'agriculteurs qui n'a pas connu la génération d'avant qui était en agriculture biologique. Au final, l'ensemble des agriculteurs français étaient en agriculture biologique dans les années 40, 50. C'est le cas de mon grand-père, moi, à qui j'ai repris la ferme. Et je l'ai encore vu dimanche, et quand on discute un petit peu de cette période-là,
voilà, le gros enjeu, c'était le désherbage, mais finalement, on pouvait produire des plantes sans gérer les maladies. Les fusarioses, il a dû les traiter peut-être une dizaine de fois dans sa vie sur 40 ans de carrière. Donc en réalité, il y a des choses qui étaient faisables. Et il y avait des repères, ils savaient que c'était possible. Aujourd'hui, il n'y a plus ces repères-là. Les gens ont peur, ils sont dans l'assurantiel en permanence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont reçu des flashs techniques où on leur explique qu'il peut y avoir des mycotoxines dans le grain, mais c'est vrai, hein. Ça c'est vrai pour tous les types d'agriculture, agriculture biologique, toutes les agriculture classique, conventionnelle, agroécologie, etc. Tout ça, le sanitaire, ça reste de la nature. Les champignons ne font pas la différence selon les cultures. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend nous, nos partenaires, on a fait un seul traitement fongicide, il y a déjà plus de 2 mois et demi quasiment. Voilà, et on a mis 5 à 7 euros de l'hectare, et c'est la seule chose qu'on a faite. Après, dans certaines zones, il y a eu des variétés qui ont déclenché des maladies comme les rouilles, qui ont souvent été confondues sur le terrain avec d'autres maladies. Voilà. Et aujourd'hui, si on devait intervenir pour une maladie, pour nous cette année, au regard de ce qu'on observe, il n'y a quasiment pas de septo nulle part, si c'était bien géré, voire c'est pas une année à septo. On a en effet quelques variétés qui ont déclenché des rouilles, et elles devraient être gérées à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si elles ne le sont pas, c'est que soit ça a été mal géré en amont, avec les mauvais produits, ce que je vous avais déjà un peu dit. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui vont traiter sur les fusarioses. Alors les fusarioses, je vais être obligé de l'expliquer un petit peu, c'est quand même majoritairement 2 champignons qui, lorsqu'ils s'installent sur les épis et sur les grains, vont déclencher la création de toxines, qu'on appelle les mycotoxines, qui sont en effet néfastes pour l'homme, mais les animaux aussi. Donc au final, vous voyez, il n'y a rien de naturel, hein. C'est naturel, mais c'est toxique, donc c'est bien une prise de conscience qu'il faut avoir. Aujourd'hui, il y a des traitements en agriculture biologique pour gérer ces fusarioses, qui sont efficaces à hauteur de 40-50%, c'est ce qu'on a vu dans nos essais, c'est-à-dire à la même hauteur que les traitements chimiques que font les agriculteurs pour gérer les fusarioses des grains. D'accord ? Aujourd'hui, ça se fait à un stade clé, qui est le stade où, en fait, il y a l'épi qui commence à sortir de la gaine, qui est atteignable par une pulvérisation. On a 80% des épis qui ne sont pas sortis en hauteur, qui sont à hauteur de la dernière feuille, en gros, mais qui sont atteignables. Et c'est là que le champignon, qui progresse depuis les résidus de récolte à l'automne, en montant sur la tige en janvier, février, etc., et finalement, en sporulant et en attaquant l'épi, pendant des conditions de 24 à 48 heures saturante en eau, donc ce qu'on n'a pas eu nulle part. Il y a eu des gens qui ont eu 25 mm, mais en plusieurs fois, et avec du vent derrière, ça séchait très rapidement, etc. Alors voilà, à notre avis, voilà, parce que je vais en rester là, c'est qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui, il est très faible. Alors après, qu'il y ait peut-être des donnes ou de la fusariose qui se déclenche, ça va dépendre de la méthode de travail du sol. C'est vrai que peut-être en semi-direct, derrière un maïs où on a déjà des résidus qui peuvent être tout roses déjà depuis plusieurs mois, qu'il y en a déjà sur la tige, puisque c'est surtout la roséum qui devrait s'exprimer cette année, il est clair que, parce que les conditions incitent à penser ça, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce constat-là de gens qui ont 0 fongicide. Ils se disent que c'est pas possible de travailler comme ça et que c'est une assurance de prendre un traitement fongicide aujourd'hui. Donc ça, c'est, je pense, un problème de génération. Et si vraiment on veut réduire les produits phyto, on va devoir enlever, et tous ceux qui entourent le monde agricole, une grande partie d'entre eux en tout cas, qu'ils arrêtent de sortir le parapluie ou même la rotonde, parce que le vrai décideur, ça doit être l'agriculteur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assumé un conseil. Nous, on a fait un conseil de ne pas intervenir, sauf s'il y avait des risques rouille chez certains, des présences de rouille. Donc en gros, c'est la rouille qui fera intervenir, et dans ce cas-là, il faut choisir des produits correspondants. Hein, c'est quand même important. Mais ce n'est pas nous qui décidons de dire il ne faut pas traiter. Il ne manquerait plus que ça. Hein. Ce n'est pas nous qui récoltons la récolte. On n'est pas les payeurs au final. Voilà. Donc ça, c'est important. Pour l'aspect azote, puisque c'était le 3e critère, de voir des épandeurs d'engrais aujourd'hui, moi, ça me dépasse. L'engrais, il est multiplié par 2,5 pour l'année prochaine. Si les gens ont bien géré leurs apports, ils sont déjà à une dose entre 150 et 160 unités, ce que je vous ai déjà expliqué, qui peut suffire largement pour faire une céréale aujourd'hui, sauf qu'on sort de plusieurs années où il y a eu du délire sur des aspects qualitatifs que, si on est honnête, personne n'a eu. C'est-à-dire que de monter les doses d'azote, comme ça a été conseillé par les institutionnels et ceux qui entourent le monde agricole, pour avoir de la qualité sur les céréales, c'est peanuts. Le résultat par rapport à ce qui a été mis, c'est peanuts. Alors à la fois environnementalement, mais à la fois économiquement. Alors voilà, je pense qu'il y a une agriculture qui est possible entre l'agriculture biologique qui va avoir des nouveaux problèmes et qui va avoir du mal, encore cette année, à apporter, au regard de tout ce qui a été mis en œuvre pour la faire, je parle en grande culture encore une fois, une quantité de nourriture hectare suffisante, en grande culture encore une fois, par rapport à l'agriculture conventionnelle, qui déjà, elle, va subir des fortes baisses, parfois même de 50%, hein, ça c'est clair. Il semble logique quand même qu'on fasse tout pour mieux utiliser les produits. Donc il y a une agriculture entre les deux, celle où on réfléchit, qui n'est pas non plus l'agriculture raisonnée, parce qu'entre parenthèses, les agriculteurs que je vois en ce moment intervenir, soit avec leurs petits épandeurs, soit avec des pulvérisateurs là à 11 h du matin,
c'est un peu des gens qui ont presque acheté le panneau agriculture raisonnée. Donc ça aussi, je pourrais en faire une vidéo de cette histoire-là parce que ce mot-là me sort par les yeux. Hein. Ça n'existe pas, l'agriculture raisonnée, c'est du pipeau, c'est juste une conversation syndicale et politique, une image qui est restée dans l'inconscient collectif, comme si avant les gens étaient déraisonnables et d'un seul coup, en s'achetant la pancarte, sont devenus raisonnés. Voilà, au regard de ce qu'on voit réellement, de ce qu'ils font, on est loin du plat, ils utilisent des outils d'aide à la décision, etc. C'est ce qui fait cet aspect raisonné, mais c'est en aucun cas sur du résultat factuel, réellement de réduction et de performance et de raisonnement, c'est le cas de le dire, de réflexion. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il est temps. Il est temps pour tous, hein, j'accuse personne, je ne suis pas là pour faire de la polémique, je dis juste ce que je ressens à l'instant T, par une fatigue mentale de devoir expliquer sans arrêt des choses où on n'a pas de relais. On n'a pas de relais si on regarde autour de nous, expliquer les maladies, etc. On pourrait vous en faire des dizaines de vidéos quoi, pour repartir à quoi ressemble le puceron. Quel est le puceron qui pose problème en ce moment sur les blés? C'est pas du tout le même qui pose problème sur les tournesols. Et puis il faut bien regarder à quoi il ressemble. Est-ce qu'il a le trait vert sur le ventre, etc. Est-ce que c'est un mysus? Enfin bref, on peut en faire un livre. Et pourtant, dans les conseils, c'est zéro. On est au niveau zéro. Il y a des beaux petits arguments. Puis en fait, à la sortie, c'est la même rengaine que depuis 30 ans. Donc voilà, donc j'aimerais juste dire que quand nos anciens vont être tous partis, eh bien personne n'aura cette réflexion-là d'ailleurs de savoir comment était l'agriculture biologique avant, puisque c'en était une, n'en déplaise. Ça ne veut pas dire que l'agriculture biologique, c'est l'agriculture de grand-papa, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, ils utilisent des moyens modernes, les agris qui font ça sont souvent performants, etc. Il y a beaucoup de réflexions, mais il y a aussi beaucoup de rêves qui sont vendus, beaucoup de promesses qui ne seront pas tenues, et c'est valable en agriculture conventionnelle. Il y a beaucoup trop de promesses qui sont vendues avec des produits phytosanitaires, beaucoup trop de promesses qui sont vendues avec des engrais. Il y a un moment, l'année va être celle que le climat va nous permettre d'avoir, la qualité des implantations, la qualité de vos sols, à quel point ils sont vivants, etc. Tout le reste, c'est vous faire dépenser de l'argent en permanence pour des résultats qui ne sont pas là. Et c'est pas parce que le blé il sera à 400 €, que vous n'aurez peut-être pas d'ailleurs à la hauteur que vous pensez, qu'il faut dépenser pour plus. Parce que c'est ce que nous disent nos instituts. Et ça aussi, et je finirai là-dessus, ça me sort par les yeux. Aujourd'hui, les maladies ne sont pas liées au prix de vente, ça se saurait. Hein. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait une espèce de garde-manger, puis bon, dit qu'il y a du prix, allez-y les gars, hein, faut y aller parce que tout le monde veut taper dedans. C'est déjà le cas pour l'année prochaine, donc soyons très très prudents, on va avoir des conséquences qui vont être lourdes pour l'ensemble de la société. On nous bassine tous les jours que le blé est cher, etc. Sachez que les agriculteurs ont vendu une grosse partie de leur récolte qui va peut-être même correspondre à ce qu'ils vont récolter dans pas mal de régions. Et peut-être même que certains contrats seront difficiles à honorer pour des gens qui pourtant n'avaient vendu que 30 ou 40% potentiellement d'une récolte normale, ce qui n'est pas exagéré aujourd'hui. Puisqu'à un moment, la gestion, c'est aussi quand il y a un prix qui nous semble correct de vendre et qui depuis a été multiplié parfois de plus de 30 ou 40%, même 50% de plus. C'est comme ça, c'est un manque à gagner, mais si l'agriculteur regarde ça, il ne s'en sort pas. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Maintenant, je vais vous souhaiter à tous un bon week-end, de profiter, de vous reposer, de revenir avec des bonnes idées. On refera des vidéos techniques, donc j'ai prévu de compléter certaines choses qui ont été faites sur les analyses de terre suite à vos demandes. Donc on va en faire des plus courtes sur chaque élément, le pH, la matière organique. On va les prendre un par un, puis faire des petites vidéos techniques. Voilà, donc ça, j'essaierai d'y consacrer un petit peu de temps avant de parler finalement des engrais de fond qui sont un peu d'actualité, puisque beaucoup veulent acheter des engrais de fond ou des engrais azotés, et là aussi, il se vend beaucoup de caca, de mauvais engrais de fond et mauvais azotes pour des raisons pécuniaires. Et là aussi, le monde agricole devrait faire un peu de frein, parce que l'urée, c'est pas d'hier qu'elle est moins chère qu'un autre engrais, et on sait tous que c'est de la merde, entre guillemets, excusez-moi du terme. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est pas parce que justement elle est encore un petit peu moins chère que l'autre qu'il faut tomber à acheter de la merde. Voilà, pour être franc, c'est ça. Si nous-mêmes, on n'a pas un frein à ça, faut pas s'étonner qu'on soit à un moment fustigé et peut-être agressé parce qu'on fait quand même pas tout ce qu'il faut et il faut vraiment que ce soit une réflexion collective. Aujourd'hui, c'est pas en dépensant plus qu'on récolte plus, c'est périmé, c'est terminé, c'est mort, c'est plus comme ça que ça marche et ceux qui décident, c'est ceux qui sont là-haut, visiblement. Voilà. Allez, bon week-end à tous et profitez. À bientôt.